Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Cécile, comment tu vas aujourd'hui? Ah bah ça va très bien et toi? Eh bien oui, impeccable, surtout qu'aujourd'hui on reçoit une invitée particulière exceptionnelle. Élodie Chabrol, comment ça va? Bonjour tout le monde, ça va très bien. Encore une fois, Cécile, soyons transparents avec les gens, parce qu'on est entre nous, on n'est pas voilà. On a peur, on a le cœur qui bat. Voilà, alors pour Élodie, toi, ça te fait marrer, mais nous on a peur. Là je suis stressé, j'ai mon Apple Watch qui commence à s'exciter. Donc voilà, je vous le dis tout de suite, d'habitude je suis un petit peu à l'aise, là je suis un petit peu stressé, surtout qu'en plus il faut que je commence avec cette première question. Vous êtes où? Quel temps il fait? Cécile, tu commences. Ah oui, alors toujours en Allemagne et pour le coup, il va y avoir la neige qui va bientôt arriver, je pense. Ah oui, on est sur ce délai. Parce que Élodie, toi tu es où? Alors moi je suis en Angleterre, je suis dans une ville qui a super mauvaise réputation de nom, parce que c'est la ville qui s'appelle Worcester, avec l'accent anglais, mais en fait ça s'écrit Worcester, et c'est de là d'où vient la Worcester sauce, la Worcestershire sauce, la Worcestershire sauce, la fameuse sauce donc, que personne ne peut prononcer. Ah oui, oui, je l'avais déjà Et vu ce ouais, truc. voilà, en Angleterre, c'est au nord-ouest de Londres, à peu près. Ok. Et là, il a fait super beau aujourd'hui. Et comme on est en hiver, on a un beau coucher de soleil là, qui est en train de se passer dehors. Toi, t'as le coucher de soleil maintenant là? Ouais. Attends, mais moi je suis à. Ah ben oui, remarque, je suis à Aix-en-Provence. Oui, donc du coup, ça c'est déjà un tout. Oui, c'est un peu plus à l'est que Londres, ouais, tout à fait. Ouais, moi j'ai froid. Je suis à Aix-en-Provence, j'ai froid. Voilà. Je suis sûrement plus chaud que vous deux, mais j'ai froid. Il fait très froid, il fait du vent. Ça pique. C'est pas possible. Voilà. Bon, bref. Rendez-moi l'été. Ouais, c'est ça. Là, je suis pas venu à Aix-en-Provence pour rien, parce que d'habitude, on l'a dit tout à l'heure, j'alterne avec Stockholm, donc ça va. J'ai un peu l'habitude, mais quand je suis à Aix-en-Provence, j'aimerais bien avoir de la chaleur, tout à fait. Impeccable. Du coup, on va commencer en fait directement. Élodie, en fait, est-ce que déjà tu peux te résumer, te présenter brièvement? Ouais, carrément. Alors, je suis une ancienne chercheuse. Je vais raconter tout ça après, mais je suis une ancienne chercheuse qui s'est reconvertie en communication scientifique, notamment grâce à la création du festival Pint of Science. Et voilà. Pour ceux qui connaissaient pas, du coup, parce que Pint of Science, tout le monde connaît, mais ceux qui savent pas qui c'est derrière Pint of Science, ben voilà. Maintenant, c'est sûr que tous les gens qui sont en thèse actuellement connaissent. Ça, c'est une évidence. Parce que justement, alors, avant d'aller un peu plus loin sur ça, avant d'arriver au doctorat, tu as fait quoi? Alors, avant d'arriver au doctorat, à la base, je voulais être prof. Donc, j'ai fait ce qui, à l'époque, s'appelait un DUG, parce que je suis vieille, mais maintenant, ça s'appellerait les 2 premières années de licence. Et je suis allée voir le bureau d'orientation. Je leur ai dit: «Je veux être prof de bio. Qu'est-ce que je dois faire après mon DUG?» Donc une licence, mais une licence de quoi? Et là, ils m'ont dit: «Oui, si vous voulez être prof de bio, je vous conseille pas de passer une agrégation parce que ça va être difficile. Il y a l'ENS, qui prépare les gens pour ça et cetera. On vous conseille de faire une thèse, attention, je cite, ça sera plus simple et en plus, il y a pas de concours». Ah oui. Voilà, donc merci madame de l'orientation, parce que je pense que c'est le pire, conseil qu'on m'ait donné, mais en même temps le meilleur mauvais conseil qu'on m'ait donné, je pense aussi. Parce que du coup, moi, en mode, absolument, je ne connaissais pas la recherche, je me suis pas posé de questions, j'ai fait: «D'accord madame, j'y vais». Donc je suis partie, j'ai fait ma licence, j'ai fait ma première année de master et je suis rentrée dans un labo de recherche pour la première fois en M1, donc en maîtrise à l'époque, et donc voilà, j'ai découvert ça et du coup, je suis partie pour une thèse. En fait, tu as fait un stage en M1, c'était un stage un genre de stage volontaire? C'était un stage de labo. En fait, on était censé en faire un à l'époque, donc c'était pile à l'année où, c'est devenu, licence, master, doctorat. Donc j'ai fait une maîtrise à la place du M1 et j'ai fait un M2, tu vois? Ah oui, d'accord. Et du coup, en maîtrise, à l'époque, il y avait, 3 mois dans un labo de recherche et donc j'ai fait ça. J'ai découvert la recherche, je suis totalement tombée amoureuse et donc le doctorat, c'était carrément une évidence, en fait. D'accord, donc c'était pas par opportunité, c'était, vraiment parce que tu adorais ça, tu voulais continuer dans la recherche? Ouais, en fait, on m'a dit: «Bah, fais un doctorat, ça sera plus simple». Moi, bêtement, j'ai fait: «D'accord, je vais voir ça», et puis, du coup, je suis partie sur une maîtrise de bio et ouais, en fait, carrément, j'ai découvert la recherche et je me suis dit: «Bah, ouais, le doctorat, ouais, je veux continuer», et c'était fantastique. Et j'ai eu une super maître de stage à l'époque, maîtresse de stage, qui était géniale, qui était hyper ouverte, qui était hyper positive, je pense que sans elle, j'aurais peut-être pas autant apprécié la recherche. Ouais, ça t'a motivé. Et tu as fait ta thèse sur quel sujet? Alors, j'ai fait ma thèse sur, la génétique de l'épilepsie. OK. Alors qui s'est transformée en épilepsie, tout court. En fait, dans mon cœur, je suis une généticienne. Donc j'ai toujours été passionnée par la génétique.
En maîtrise, j'avais fait un stage de génétique humaine sur une maladie super inconnue. Et en fait, je leur avais demandé, est-ce que vous connaissez quelqu'un chez qui je pourrais aller en stage de master 2, voire faire une thèse. Et du coup, ils m'ont dit, ah bah oui, il y a la Pitié-Salpêtrière, ils connaissaient quelqu'un qui travaillait sur la génétique de l'épilepsie. Donc, je suis partie travailler là-dessus, sur un type d'épilepsie qui était hyper rare. Et en fait, rare et assez nouveau, un mécanisme cellulaire de l'épilepsie qui était assez nouveau, qui n'était pas assez très connu en fait. Et du coup, l'idée, c'était de chercher des nouveaux gènes éventuellement chez des patients qui avaient une épilepsie qui ressemblait vraiment beaucoup, mais qui n'avait pas été diagnostiquée génétiquement. Puis après, de prendre ces mutations génétiques, de les mettre dans des cellules, de regarder leurs effets dans les cellules. Et puis après, j'ai eu trop de chance parce que j'ai réussi à gérer ça. Enfin, c'était vachement de taf, mais en 3 ans, j'ai regardé chez un modèle animal, donc chez des souris, qui avait plus ce gène, comment ça se passait, etc. Et j'ai réussi à faire tout ça en 3 ans. Et c'était ça mon doctorat. Ok. Est-ce que ça t'a plu? Ouais, j'ai kiffé. J'ai vraiment adoré, surtout que, en fait, en termes de storytelling, alors je pense que je ne savais pas que j'aimais la com scientifique à l'époque parce que c'était pas un truc qui était aussi développé, mais j'adorais ma thèse parce qu'en termes de storytelling, je pars du gène, donc je pars de l'ADN, je suis après allée dans les cellules jusqu'à l'organisme, le cerveau entier, un organisme entier. Et c'était juste génial de raconter ça. J'étais très fan que ma thèse puisse raconter une histoire de l'ADN à la souris, en fait. Je trouvais ça vraiment trop cool et je trouvais que l'histoire de ma thèse, elle était ouf. Et à tel point que j'avais des papiers et que normalement, on peut écrire sa thèse sur papier, comme on appelait ça. C'est-à-dire, en gros, on cale des papiers et puis on fait une grosse discussion à la fin. J'avais 3 papiers, j'aurais pu carrément le faire. Et en fait, j'ai voulu tout rédiger parce que ça m'aurait pourri mon histoire, en fait. Ah ouais. Ouais, ça m'aurait pourri mon histoire. Les papiers, ils étaient à moitié sur de la cellule, à moitié sur de la génétique. Enfin, il y avait un peu un mix, il n'y avait pas la souris encore qui avait été publiée. Et du coup, je me suis dit, mais là, j'ai une super histoire. Si jamais je l'écris pas et que je mets juste mes papiers, les gens, ils vont passer à côté. Donc, j'ai tout écrit, j'ai tout rédigé pour avoir une super histoire parce que je tenais trop à mon histoire de thèse, quoi. Très belle force, hein, parce que là, pour écrire une thèse entre guillemets classique, si je puis dire, plutôt que thèse sur article, oui, effectivement, comme on fait tout le temps. Enfin, franchement, je connais pas quelqu'un de là actuellement en postdoc avec moi ou même en doctorat qui part sur une thèse écrite entre guillemets du début à la fin. Ouais. Donc, bel exercice là, bravo. Merci. Mince sur le coup. Je tenais trop à mon histoire, en fait. Il y avait tellement une belle histoire, en fait, c'était magnifique. J'avais vraiment pas envie de lâcher ça, quoi. Putain, bravo. Tout ça en 3 ans, fort. Ouais. Ouais. En fait, ça s'est pas super bien passé, mon doctorat. J'avais une directrice de thèse qui était très spéciale. J'ai soutenu au bout de 2 ans et demi de doctorat. Et donc, en un stage de M2 et 2 ans et demi de doctorat, elle est partie 2 fois. Elle a fait 2 bébés, donc elle a eu 2 congés maternels. Et le 3e gros départ, c'est qu'elle est partie en sabbatique d'1 an au Japon. Mais en gros, elle savait pas si ça allait être pendant la fin de ma thèse ou si j'aurais soutenu, etc. Et donc, en fait, j'ai voulu soutenir le plus tôt possible pour être tranquille et qu'à la limite, elle puisse partir et que je puisse gérer toute seule. Et du coup, je me suis retrouvée beaucoup toute seule. Mais parce que tu n'avais qu'une directrice, tu n'avais pas de co-directeur. Alors, j'avais un co-directeur, mais mon co-directeur, c'était le directeur d'équipe, Ouais. qui avait un don de disparition assez fantastique. Le gars, il arrive, il te dit « c'est bon, tout va bien ?» Tu dis « oui », mais le temps que tu finisses ta phrase, genre « mais j'avais une question », tu te retournes, il est parti en fait. Ah ouais. C'est Gérard Majax, hein. Mon co-directeur de thèse, c'était Gérard Majax. Il est arrivé à disparaître. Et elle était là, mais on va dire, je l'ai peut-être pas vraiment eu pendant sa 2e grossesse, par exemple. J'ai quasiment pas eu de nouvelles pendant 6 mois. Mais en même temps, moi, ça m'a fait bien avancer parce que j'étais super indépendante. Et il y avait des manips sur lesquelles on n'était pas forcément d'accord. Et du coup, j'ai profité du temps où j'étais toute seule pour les faire avancer. Et ça a bien marché. Et du coup, voilà, j'ai soutenu tôt, quoi. Ah, mais ça devait être stressant quand même, je pense. Et vous aviez pas du coup, par rapport à ça, parce que j'avais un peu la même question que Cécile sur le côté, est-ce qu'il n'y avait pas au moins 2 directeurs, directrices? Parce que c'est un conseil, entre guillemets, effectivement, que à titre personnel, je peux donner à moi. Si tu peux avoir 2 personnes qui te dirigent, même s'il y en a une, forcément, qui est la principale, Ouais. c'est toujours bien au cas où. Ouais. Mais il n'y avait pas, je suis désolé, la question va être terrible parce qu'on va avoir l'impression qu'on va avoir 10 ans d'écart, toi et moi, mais est-ce qu'à ton époque, Jadis. excuse-moi, c'est dit, Jadis. il n'y avait pas de suivi, de comité de suivi comme on a maintenant? Eh ben non, Ah, il n'y avait ouais. pas. Parce que moi, j'ai soutenu en 2009. Je suis un petit dinosaure. Ouais. Eh oui, c'est l'année où j'ai commencé ma licence. Moi. Voilà. Pardon. C'est l'année où je suis entrée en fac. C'est ça. Ouais, j'ai soutenu en 2009. Ouais. Et du coup, jadis, il n'y avait pas de contrat de thèse. J'avais une bourse de thèse, hein. On avait des co-directeurs, mais voilà, c'était beaucoup moins encadré que maintenant. C'était un truc de fou. C'est-à-dire que moi, j'avais pas une bourse de l'école doctorale, j'avais réussi à avoir une autre bourse. Et en fait, il n'y avait pas de comité de suivi.
Il n'y avait Ouais, rien. ça, j'avoue que c'est une belle avancée quand même. Donc après, ça a hyper bien avancé dans le sens où j'ai eu 3 papiers, je crois, en premier auteur dans ma thèse. Donc je me suis quand même bien débrouillée, etc. C'est juste que je me suis retrouvée toute seule. Après, pour être honnête, je suis assez indépendante et surtout que, pour être 100% honnête, la première fois qu'elle est partie, c'était les 3 premiers mois de mon stage de M2. En fait, je suis arrivée, je venais en M2 après les cours ou de temps en temps entre les cours et à partir de janvier, j'étais là en full-time et c'est là où elle a eu son premier congé maternel. Et du coup, je me suis retrouvée toute seule. J'avais des techniciennes qui m'aidaient et tout, mais j'ai commencé toute seule. Donc en fait, quand elle était là, pour moi, c'était presque trop parce que j'étais hyper indépendante dans le labo. J'avais d'autres PhD, j'avais une technicienne qui m'avait aidée, mais au final, j'étais habituée et ça me gênait plus. Et du coup, quand elle était là, c'était presque trop en fait parce que j'étais habituée à bosser toute seule, à avancer sur mon projet, etc. Ah ouais, c'est particulier Voilà. quand même comme situation. C'était particulier. Donc du coup, je suis partie au bout de... j'ai soutenu au bout de 2 ans et demi en fait pour plus être en doctorat. Pour avoir la pression du doctorat qui était plus sur mes épaules, tout simplement parce qu'en fait, j'avais peur de me retrouver le jour de la soutenance sans elle. Si elle était partie, bon, c'était quand même pas ouf. Ou de devoir écrire si elle était au Japon quand j'écrivais. En fait, elle m'a dit, je suis pas sûre de pouvoir gérer le manuscrit et tout. Enfin bref. Du coup, j'ai fait, bon, je vais m'en débarrasser. J'ai fait ça en juin. J'ai pris 5 semaines de vacances. Meilleures vacances Ah ouais. de ma carrière de recherche. Et voilà. Ok. Belle préparation pour finalement, parce que l'énorme avantage de maintenant par rapport à Ouais. ta situation, c'est que c'est quand même mieux encadré. Ouais. Pour rassurer les gens qui éventuellement sont en Oui, oui, master oui. actuellement et tout. Ouais. Sachez que ce soit en sciences, n'importe quel type de science, normalement c'est quand même mieux encadré, même si les restrictions pour les sciences plus humaines sont un petit peu plus ouvertes. Ouais. Voilà. Mais c'est quand même pour eux, c'est quand même un peu plus encadré que maintenant. Ouais. Par contre, moi je fais toujours à essayer de chercher du positif. Ah C'est non, qu'au moins mais ça t'a préparé à faire les postdocs. complètement. C'est-à-dire que je suis Voilà. arrivée en postdoc, j'étais déjà super indépendante. Donc quand je me suis retrouvée en postdoc complètement lâchée indépendamment, c'était bon, j'étais dans mon... Limite, j'aurais eu un postdoc où le boss était un peu sur moi. Je l'aurais pas très bien vécu, je pense. Oui, oui. Et du coup, ça t'a pas du tout dégoûté de la recherche. Tu t'es pas... Parce que finalement, t'as continué en postdoc. Ouais, exactement. En fait, ça m'a pas du tout dégoûtée dans le sens où justement, le problème, c'est que j'étais en doctorat et que les moments où c'était un peu trop, elle était sur mon dos, etc. Et du coup, je me suis dit, les moments que j'ai adorés, c'est au final, enfin, je me suis habituée à être toute seule, j'étais indépendante et j'avais adoré être indépendante. C'était un peu stressant au début, c'était surtout stressant en M2 parce que j'étais pas sûre d'avoir mon financement pour faire une thèse. Mais une fois que je l'avais, une fois que j'étais en thèse et une fois que je voyais surtout que en fait, j'avançais bien toute seule, je me débrouillais, je savais aller demander aux gens de l'aide s'il y avait besoin. Tu vois, enfin, je restais pas dans mon coin à pas savoir quoi faire. J'étais à aller voir les gens, à machin. Et donc, en fait, on était dans un gros labo. J'étais jamais toute seule, en fait. Et donc, ça m'a pas du tout dégoûtée parce que, au contraire, je me suis dit, si un postdoc, c'est en gros ce que j'ai fait en thèse, c'est bon, allons-y, quoi. Ouais, oui. Tu l'as eu comment ce postdoc? Il était où ce premier postdoc? Alors, en fait, j'ai fait 6 mois après ma thèse, donc je compte jamais. J'ai fait en tout 8 ans de postdoc, quasi un an à Paris où je suis restée un peu comme tout le monde pour finir d'écrire le papier, blablabla. Et après, je suis partie à UCL, donc University College London, en Angleterre. Pourquoi UCL? Au départ, le vrai plan, et c'était un peu triste, attention, préparez-vous, sortez vos mouchoirs. Le plan de base, c'était ma meilleure pote a fait aussi une thèse. On n'était pas ensemble, on était ensemble en M2, mais après, elle a fait sa thèse ailleurs. Et notre plan, c'était de partir toutes les deux en postdoc à New York. Sauf que j'avais un mec et que ce mec n'a pas pu partir à New York. Par contre, il pouvait partir à Londres. Donc, j'ai laissé ma meilleure pote partir en postdoc à New York toute seule. Et moi, je suis partie à Londres. Et pourquoi UCL? Tout simplement parce que j'avais une autre copine de thèse qui était à UCL dans le labo que finalement j'ai rejoint. Et où elle m'a dit, en fait, on a besoin d'une postdoc sur un projet, etc. Et j'ai rejoint ce labo-là. Et j'étais super contente parce que UCL, c'est un campus qui est en plein milieu de Londres, qui est à un quart d'heure à pied de l'Eurostar. Donc en gros, j'avais ma petite valise le vendredi soir quand je devais rentrer à Paris. Et puis, c'est dans un coin qui était hyper sympa et j'ai vraiment bien profité de Londres tout en étant au labo, quoi. Donc, c'était vraiment hyper, hyper cool. Ok. Oui, qui est devenu ton pays d'adoption, du coup, Ouais, un petit peu, l'Angleterre. ouais. Complètement. Et t'es restée pendant 7 ans à UCL? Ouais, sauf que j'ai fait 2 postdocs différents. Donc, j'ai fait un premier postdoc de 2 ans et demi à UCL, qui était... Donc, j'avais travaillé sur l'épilepsie, c'était le cerveau, et là, il était sur le nerf sciatique. Donc, super intéressant, c'était sur la réparation du nerf sciatique, etc. Sachant que ça impliquait des gènes qui étaient ceux que j'avais étudiés en thèse dans l'épilepsie. Donc, en gros, c'était plus les mêmes, c'était plus le cerveau. Enfin, c'était les mêmes, c'était plus le cerveau, mais c'était le nerf sciatique.
Sauf que, et là, c'est un gros conseil, quand vous choisissez votre postdoc, déconnez pas les gens parce que ça peut complètement changer ta carrière. C'est-à-dire que si tu prends un postdoc où il n'y a pas forcément de grandes chances que tu publies, certes, tu as un postdoc, mais ça va pas beaucoup avancer. Et en fait, j'ai choisi un postdoc un peu, je vous avouerai que j'ai fait beaucoup, beaucoup de candidatures. Et le problème, là où c'était compliqué, c'est qu'en fait, je voulais partir de l'épilepsie pour voir autre chose. Et en fait, j'ai l'impression que partout où je postulais, dès que je postulais sur autre chose, j'avais des réponses négatives. Là, c'était un peu le network, donc merci le network, qui m'a permis de faire ce postdoc, sauf que j'ai atterri pardon, dans un labo avec des PI, avec des boss qui étaient à 3 ans de la retraite. Et le problème, c'est pas qu'ils soient vieux, hein, c'était les dieux et les dieux du milieu, c'est eux qui avaient un peu écrit tous les papiers fondateurs du milieu, etc. Donc il y a eu plusieurs soucis. Déjà, ils m'ont toujours prise pour la nana stupide qui n'a pas fait sa thèse dans le même domaine, même si techniquement, le nerf, le cerveau, ça va. Et puis surtout, j'étudiais des gènes sur lesquels j'avais bossé dans le cerveau. Enfin bref. Mais donc du coup, j'étais jamais prise au sérieux. J'étais toujours prise pour la nana qui a pas fait sa thèse là-dedans, qui sait pas trop de quoi elle parle. Et puis surtout, en fait, j'ai fait 8 projets en 2 ans et demi. Oula, ouais. Parce que eux, ils voulaient répondre aux questions qu'ils avaient avant de partir à la retraite. Donc en gros, dès que j'avais un semblant de réponse, ils étaient là, ok, cool, bon, on passe au prochain projet pour savoir si telle protéine est impliquée dans tel truc. Et à chaque fois, je leur disais, je crois pas, ok, bon, on passe à la prochaine. Mais entre-temps, tu publiais à chaque fois ces résultats ou tu Non. voulais juste avoir leur réponse pour eux? Ah, Réponse pour eux. Donc en fait, ah, mais ouais. Donc en fait, si tu veux, au lieu de dire tiens, ça a l'air intéressant, alors donc oui, il se passe ça ou ça a l'air intéressant, on creuse pour publier, hein, parce qu'en gros, je faisais 3 manips préliminaires, j'avais un début de réponse, ils me faisaient changer de projet. L'angoisse. ah, j'avais pas compris ça parce que moi, vraiment, en fait, quand tu disais c'était un désavantage, c'est marrant parce que, alors, avant que tu répondes, bien sûr, je le voyais dans l'autre sens, en mode l'avantage d'être de travailler avec des gens qui en ont un peu, pardon l'expression, un peu plus rien à foutre de d'où ils sont sur les publications, Ouais. ça facilite les positions que nous, on peut avoir sur les articles. Ouais, Alors, non. même si on est toujours premier, mais ça Ouais. facilite les collaborations, d'avoir hacké, Ouais. lui il va être deux, elle va être dernière, comme ça on dira qu'elle a chapeauté. Tu vois, ça aurait pu, mais en fait, non. Et en fait, donc mon conseil, c'est faites gaffe dans le labo, vous allez déjà regarder bien que ça publie bien. Parce que si j'avais regardé, en fait, j'aurais vu qu'ils publiaient très très peu, que c'était un peu galère. Ils avaient une espèce de... Ils voulaient pas aller dans les conférences. Ils trouvaient que c'était de la perte de temps. Je m'étais fait à moitié... en gros, je sais pas si c'est du harcèlement, je savais pas comment appeler ça, mais si jamais je faisais une analyse de data à mon bureau, je me faisais engueuler. Parce que l'analyse de data, c'est à faire le week-end, chez soi, sur son temps libre, parce que c'est pas du travail. On n'avait pas le droit d'aller en conférence, on publiait du coup absolument rien, on travaillait qu'avec des trucs qui dataient d'il y a 30 ans, des trucs qui étaient dans le congélo depuis 30 ans, etc. Et ouais, dès qu'ils rentraient dans le bureau et qu'on était en train de lire un article ou d'analyser des datas, on se faisait vraiment, vraiment embrouiller parce que c'était pas censé. C'était du travail, c'est pas du travail. Le travail, c'était les manips. Donc en fait, si jamais on était assis à notre bureau, c'est qu'on glandait. Et ils étaient assez violents en termes de paroles, tu vois. Ils disaient non, mais t'as rien à faire là, qu'est-ce que tu fais? Va à ta paillasse, bosse, etc. Et c'était horrible, quoi. Le stress de, tu sais, t'entends la porte qui s'ouvre, Ouais. tu sursautes parce que tu es en train d'analyser tes datas, quoi, tu vois. Ah non, mais c'est ouais. Incroyable. Mais c'est hyper bizarre en fait, parce que du coup, ils vous prenaient un peu comme. Alors je le dis pas du tout d'un point de vue négatif pour les techniciens, mais vous étiez un peu leurs techniciens, mais en final, ils vous payaient comme des postdocs. Ouais, non, mais Et en fait, ils pensaient pas à votre carrière en fait. pas du tout, pas du tout. Eux, ce qu'ils voulaient juste, c'était avoir des réponses à leurs questions, c'était qu'on fasse le plus de manip possible. Et voilà. Et du coup, ils étaient fantastiques. Je l'ai très, très mal vécu, ce postdoc. Ça s'est très mal passé. Ils m'avaient même dit, au début, ils m'ont pas payé pendant 3 mois, les 3 premiers mois, parce qu'ils ont oublié d'appuyer sur le bouton pour me payer. C'est bien, dans une ville comme Londres, en plus, il n'y a pas besoin de pognon pour vivre. Surtout quand tu viens tout juste de déménager. Et mon mec il était consultant pour les banques. Mais du coup, mon boss m'a quand même dit, je cite, de toute façon, tu dois baigner dans l'argent parce que ton mec est banquier. Je suis là, mais en fait, même si mon mec c'était Elon Musk, en vrai, tu dois me payer, quoi, tu vois. Bah ouais. Et donc voilà, donc ce premier postdoc s'est très très mal passé. Je suis sortie de là, donc j'avais 2 ans et demi de postdoc, j'avais 0 article.
Il y a eu un petit moment de doute où je me suis dit: «Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je quitte la recherche? Est-ce que je fais autre chose?» Et puis, il y avait un chercheur, qui m'avait invité à donner, une présentation au tout début, quand je cherchais un postdoc, à Londres. C'est pas chez lui que j'ai bossé, mais voilà, il m'avait invité quand même et tout et en fait, je lui ai envoyé un mail en lui disant je me suis dit: «Je vais tenter». Je lui ai dit: «Écoute, je suis de nouveau, sans postdoc, je cherche de nouveau un postdoc» et il m'a dit: «OK». Il m'a juste dit ça. Et 2 heures plus tard, en fait, il avait transféré mon mail à un mec et 2 heures plus tard, j'ai eu, le boss que j'ai eu du coup en 2e postdoc qui m'a envoyé un mail en me disant: «Écoute, est-ce que tu veux venir visiter le labo? On aimerait bien que tu viennes en postdoc» et cetera. Et ce mec-là, c'était l'éditeur de mon gros papier, sur lesquels que j'avais publié en thèse, donc il connaissait mon taf, c'était de l'épilepsie et en fait, je me suis dit: «Bah, je vais retourner bosser en épilepsie» parce qu'avoir essayé de faire autre chose, j'ai pas eu de chance, hein. Je pense qu'il y aura d'autres gens qui vont partir, qui vont changer de milieu, qui vont changer de sujet, ça va bien se passer. Moi, malheureusement, ça s'était pas bien passé et ça m'a fait du bien, du coup, de retourner dans un labo où il connaissait mes papiers et cetera. Et en plus, ouais, gros kiff, il m'a proposé mon postdoc de rêve, thérapie génique. Donc en gros, je passe de analyser les gènes à essayer de soigner avec des gènes. Oui, donc tu vois le côté applicable, quoi. Ouais, en fait, la thérapie génique, ça me vendait du rêve de ouf et quand il m'a dit: «On aimerait bien que tu viennes faire de la thérapie génique», direct, je me suis dit: «Bah, OK, je repars pour un 2e postdoc» qui a du coup duré 4 ans et demi parce que travail sur animaux, ça met grave du temps, en fait. Ah, on était sur ce genre de postdoc, Ouais, d'essai, ouais. OK. Ouais. Ah ouais, c'était des essais précliniques. Ah oui. Ouais, ouais, j'ai fabriqué mes virus, j'avais des rats épileptiques, que j'ai injectés avec des virus et cetera. Je vérifiais le nombre de crises et cetera. Ah oui. Donc c'est le genre de postdoc qui te prend 4 ans et demi, c'est normal, quoi. Tu vois, tu as un graphe à la fin des 4 ans et demi, tu es content, ta thérapie marche et tu es là 4 ans et demi de taf pour ce graphe, mais je suis contente et voilà et en fait, donc j'ai fait ce postdoc de 4 ans et demi. Donc effectivement, voilà, tout ça pour dire oui, on arrive à 7 ans à UCL. Et puis, bah, c'est pendant ce second postdoc que j'ai commencé à comme scientifique, en fait. Et on y arrive, du coup. Donc la grande question, c'est comment t'es passé de postdoc à freelance, et notamment sur la vulgarisation, sur la communication? Ouais, en fait, je suis passée de postdoc à ça en passant 4 ans et demi à faire les 2 trucs en parallèle. Donc de l'extérieur, souvent et en fait, c'est ça l'idée, hein, c'est que pendant longtemps, j'étais postdoc et puis, en gros, en août 2017, j'ai arrêté d'être postdoc et en septembre 2017, je suis devenue freelance. Et donc il y a beaucoup de gens qui se disent: «Ah mais comment elle est passée de l'un à l'autre?» Et bah, en fait, j'ai reçu le 14 février, donc je dis toujours que mon amour pour la com scientifique a commencé, le jour de la Saint-Valentin. J'ai reçu un email, de Pint of Science qui était en train de se créer. Donc les 2 fondateurs, venaient d'avoir l'idée. Ils cherchaient des gens pour les aider à créer le truc, à créer le festival en Angleterre. J'ai reçu ce mail-là, je les ai direct appelés et en fait, je me suis embarquée dans l'aventure. Donc je faisais partie, d'une team de management, déjà de plusieurs équipes, à Londres, à UCL et j'ai adoré. Le festival, c'était super cool. J'ai eu vraiment l'impression de retrouver ma place et je les ai un peu «poussés» entre guillemets pour, que le festival devienne international. Parce qu'eux, à la base, les fondateurs, ils étaient pas trop intéressés par ça. Ils voulaient, voilà, c'était tout ce qui était palpable pour eux, donc les UK et ils ont commencé à recevoir des emails de gens un peu partout dans le monde qui avaient envie de le lancer et moi, je les ai mais poussés de ouf, en fait, pour que ça devienne international et du coup, ils s'amusaient à dire, «Bah, c'est international, c'est un peu de ta faute», tu vois? Et du coup, moi, j'ai créé la France en 2013, enfin 2013 pour, la première édition en 2014. Alors pour ceux qui connaissent pas, Ah oui, j'allais poser la question. En une phrase, vite fait? ouais, Pint of Science, en fait, c'est un festival de vulgarisation où pendant 3 soirs en mai, il y a des chercheurs et des chercheuses qui viennent rencontrer le grand public dans des bars et raconter leurs recherches. Et ça se passe en simultané dans plein de villes du monde. L'année dernière, on avait 200 villes en même temps. Donc c'est ça la prouesse du truc, c'est qu'en fait, c'est 200 villes en même temps, quoi. Que ce soit en Australie, en Europe, en Amérique du Sud et cetera. Et donc en fait, bah, voilà, j'ai monté la France et puis, bah, pendant, 4 ans, j'ai fait beaucoup de com scientifique. J'allais à tous les événements de com scientifique en Angleterre, j'ai adoré. Donc je faisais ça, je prenais, des vacances pour faire Pint of Science. Le dimanche, c'était, Pint of Science. 2 soirs par semaine, je bossais Pint of Science. Quand le festival approchait, je dormais 4 heures par nuit. Je bossais dans mon lit, jusqu'à ce que je m'endorme. Ouais, non mais C'est un conseil qu'on ne transmettra pas. non, surtout pas. Ne faites pas ça, chez vous, c'est mal et voilà, mais du coup, en fait, je sais pas si je peux dire ça, vous me biperez, j'en ai chié pendant 4 ans, en fait, hein. Oh pff,
Tu rigoles ou quoi? Déjà, juste avec mon accent du Sud, je me rends pas compte à quel point je dois dire putain dans le podcast. Et donc voilà, donc j'en ai chié, mais ce qui est cool, c'est que, comme m'a dit un collègue, «Tu de la chance, tu Pint of Science» et là, je lui ai dit: «Ouais, c'était un peu de taf aussi quand même» et du coup, bah, je suis passée à un moment, je suis arrivée à un point, en fait, où mon postdoc, j'avais encore du financement pour forever, hein. Mon chef, il était parti, ouais, c'était bon, c'était si j'avais voulu rester postdoc 20 ans, j'aurais pu. Ah oui. On avait un traitement qui marchait. On a déposé on était en train de déposer un brevet, on était en train, il y a une start-up, je crois, qui s'est montée. Enfin voilà, il y avait plein de valorisations en cours et cetera et du coup, là, je me suis dit: «C'est le moment, soit je pars, soit je recommence un projet». Mais en fait, j'avais clos un espèce de chapitre. Donc c'était vraiment le moment de partir et du coup, je suis partie en freelance. Je suis rentrée à Paris à l'époque, j'étais à Londres, ça faisait 7 ans. Je venais de rencontrer, mon mec, donc je suis rentrée à Paris, parce qu'il habitait Paris et puis parce que j'avais envie de rentrer. Du coup, plutôt que d'être employée par, Pint of Science Angleterre pour être, la directrice internationale, bah, je suis devenue freelance. Donc en fait, c'est devenu une de mes missions freelance. Puis au bout de quelques mois, ils n'ont pas eu assez d'argent pour me payer plein temps et du coup, bah, j'ai commencé à faire des missions de freelance à côté et là maintenant, ça fait 6 ans que je suis freelance. Je fais, 1/4 Pint of Science international et le reste, c'est des missions, de plein de choses. Mais voilà, donc en fait, j'ai glissé, mais sachant qu'avant, pendant 4 ans, j'avais quasi 2 jobs, en fait. Parce que là, on est d'accord que Paint of Science International, c'est toi la boss. Ouais, c'est moi la directrice. Faut-nous bien la Ouais. pression, comme ça, oui. Non, mais Non, non, mais après, voilà, on est 2 à bosser là-dessus. Il y a, Praveen Paul, la fondatrice UK, qui reste, qui travaille toujours dessus et elle m'aide parce qu'on est une vingtaine de pays pour l'instant. Je suis plus du coup, je suis plus plein temps. Elle est plein temps sur Pint of Science UK et en fait, moi, ce que je fais beaucoup, surtout, c'est que j'aide les nouveaux pays ou les nouveaux directeurs. Donc voilà, je babysitte tout le monde. Une fois qu'ils ont fait le festival une fois, généralement, ils se débrouillent et voilà, donc dès qu'il y a un nouveau directeur, je les gère et dès qu'il y a un nouveau pays, je les gère aussi. Donc j'essaie de sélectionner chaque année des nouveaux pays. justement, par rapport à ça, avant de laisser la prochaine à Cécile, juste une question petite technique au cas où. Ouais. Très rapidement, Paint of Science dans les différents pays, c'est statutairement parlant, ça serait l'équivalent d'une association loi 1901 qu'on a chez nous à chaque Voilà, fois. en fait, Ok. dans tous les pays, il y a pas ça. Oui, voilà, Mais en gros, dans c'est un l'idée. non-profit. C'est un Ouais. truc, voilà, non-profit au max, un peu partout. Au UK, c'est peut-être différent, mais je suis pas sûre. Mais voilà, en gros, de toute façon, tout l'argent qu'on fait, je crois qu'il y a qu'en Angleterre d'ailleurs où elle paye des gens, mais ailleurs dans le festival, dès qu'on fait, 3 €, il sert à faire tourner le festival, en fait. OK et donc tu disais que, voilà, tu avais décidé, il y avait un chapitre qui était clos et puis tu avais décidé d'arrêter de la recherche. Il y a un jour quelqu'un qui m'a dit: «Il faut plus de courage pour arrêter la recherche que pour continuer en recherche». Est-ce que tu es d'accord avec cette phrase? Ouais, complètement, parce que même si le chapitre alors déjà, je ne serais pas partie si mon chapitre était pas clos. Je pense que j'avais besoin, d'avoir une sensation voilà, de fin, de c'est terminé, j'ai bien bossé, j'ai travaillé quand même 12 ans en recherche entre ma thèse et mes post-docs. Je pense que j'avais besoin voilà, d'arriver à un moment où c'était, je partais pas avec un truc, en route, quoi. Et pour être honnête, même si je partais pas avec un truc en route, j'ai eu une crise d'identité quand je suis partie. Mais alors un truc de fou. Parce que, bah, en fait, je me suis demandé: «Est-ce que je suis toujours une scientifique?» Ah ben, Non, mais c'est une grosse question, genre je fais plus sens. Est-ce que je suis toujours une scientifique? Et puis ça m'a définie en fait. Je suis partie pour faire de la com scientifique et je me sentais super imposteur et d'ailleurs, c'est de temps en temps, ça revient, hein, le syndrome de l'imposteur. Je me sentais super imposteur parce qu'avant je faisais un boulot pour lequel j'avais un doctorat et là j'arrivais et je faisais de la com alors que j'avais 0 diplôme. Après j'ai clairement énormément d'expérience, mais j'avais 0 diplôme et du coup je me disais, je quitte un truc où j'ai, bah, un doctorat et là j'arrive, sur un projet, enfin sur un truc où j'ai rien et pareil, est-ce que je suis toujours une scientifique? Est-ce que je peux m'appeler scientifique? Et c'est à un moment où je me suis dit: «OK, je suis plus une chercheuse, mais par contre je serai une scientifique à vie, quoi». Parce que, ma façon de réagir, ma façon de réfléchir, clairement, j'ai été, moulée, par la science et voilà. Mais je suis clairement d'accord. Je pense que pour ceux qui partent, il y a un point de rupture. Ouais. À un moment où tu te dis: «OK, là, c'est bon» et moi, en plus, je vous ai pas raconté, mais
je pourrais passer 1 heure de podcast dessus, mais en plus, mon deuxième postdoc, c'était un postdoc super. J'ai pas eu de chance dans mes postdocs. Ils étaient cool, mais c'était très, très, très sexiste. C'était une équipe de mecs qui promouvaient que des mecs, qui mettaient en avant que les gars. Mon chef, un jour, m'a dit: «Une nana, c'est fait pour prendre des notes et faire le thé», et je ne pense pas qu'il rigolait. Et mon papier que j'ai mis 4 ans et demi à avoir, c'est mon étudiant en thèse qui a eu le nom devant, parce que Le premier auteur. le premier auteur, alors on était co-auteur, mais le papier, il a quand même son nom. C'est-à-dire que c'est machin et tal, Ah un oui, oui. papier en France. Bah ouais, donc du coup, c'est son nom. Et parce que mon chef m'a dit: «Il a eu le courage de me demander, quoi». Alors, en fait, il a pas dit le courage, hein, il a dit: «Il a eu les couilles de demander». Ouais. Et je lui dis: «Bah ouais, mais en même temps, c'est pas son travail. Enfin, je l'ai formé sur mon truc, quoi. À la base, c'est mon projet et du coup, c'est mon étudiant d'ailleurs qui s'est barré, hein, donc on n'avait pas plus besoin que moi, Ouais. qui a quitté la recherche, qui est passé devant, du coup. Et puis, pour être honnête, ce papier, il voulait plus rien dire parce que tous les postdocs qui avaient besoin d'un papier se sont rejoints sur ce papier-là. Donc, on s'est retrouvés à être 4 co-premiers auteurs pour en fait un article, du coup, c'était un superbe article de thérapie génique qui avait été faite vraiment très, très bien. On avait vraiment réfléchi double aveugle, enfin les trucs, franchement, c'était hyper béton. Et du coup, avec les 2 autres postdocs qui se sont rajoutés, ça a fait un article qui voulait plus rien dire, quoi. C'était un Picasso, le truc. Et du coup, on était 4 co-premiers, donc ça veut dire qu'on était 4 auteurs à avoir bossé autant pour, en gros, une grosse bouse. Donc Ah oui. voilà. Ouais, c'est du gâchis, quoi. Ouais, moi, ça a participé. Je pense que c'est le petit truc où je me suis dit: «Déjà, j'ai fini» et en plus, c'est bon, quoi. Enfin, Ouais, c'était un peu dégoûté aussi, quoi. ouais, ouais, ouais. Si ça se passe comme ça, surtout que j'avais bien bossé, j'avais dans le labo, enfin, j'avais vachement été, team labo, quoi. En gros, c'est moi qui formais tous les étudiants, c'est moi qui avais, remodélisé toute la salle de chirurgie. Donc j'avais passé des mois à commander les trucs, à faire en sorte que ça marche, j'avais designé la salle de chirurgie, quoi, toute seule. Ouais. Et je faisais beaucoup de trucs pour le labo et en fait, je me suis rendu compte que clairement, pendant ce temps, j'avais, mes potes, postdoc, qui étaient envoyés à des talks, pour représenter l'institut, et cetera. Pendant que Yes. moi, je formais les étudiants, quoi. Ouais. Donc voilà. Donc ça a aidé à gentiment me pousser un peu, de l'autre côté de la barrière, on va dire. Mais voilà, je pense qu'en plus, j'aurais pas fini mon projet. De toute façon, j'aurais pas fini mon projet, j'aurais pas eu cette histoire d'article. Mais voilà. Donc mais je pense que ouais, faut du courage parce qu'après, c'est quand même un truc qui te forme et surtout, plus tu y restes, plus ça peut être dur. Mais aujourd'hui, je vois que j'ai bien fait. Ouais. Oui, parce que là, bon, je comprends le choix que tu as fait et puis je peux imaginer aussi que ça peut aider un petit peu, entre guillemets, à se dire: «OK, bon, ben ça, c'est plus pour moi». Mais du coup, pour revenir un peu sur quand tu disais: «Je suis plus une chercheuse, mais je suis une scientifique, à vie». Ouais. Est-ce que c'est même pas une compétence? Est-ce que c'est plus qu'une compétence? Est-ce que cette façon de réfléchir, en gros, et d'aborder n'importe quel sujet de la vie, est-ce que c'est ça qui te permet finalement, entre guillemets, pour reprendre des mots de Cécile dont on parlait en off, qui te permet de passer de généticienne à couteau suisse? Parce que comme tu Ouais. vulgarises plein de sujets qui ne sont pas, enfin, tu peux vulgariser peut-être, et très certainement, mieux mon propre sujet de recherche que moi-même. Parce que c'est pas mon métier. Alors j'en fais de la vulgarisation, mais c'est pas mon métier non plus, quoi. Ouais. Alors en fait, moi déjà, je me suis spécialisée dans le fait je vulgarise pas. Alors je peux, hein, mais généralement, ce que je fais, c'est que j'apprends aux gens à vulgariser. Je kiffe, les gens, on va dire. Donc du coup, plutôt, comme il y a beaucoup, beaucoup de vulgarisateurs, moi, je suis plutôt en mode, je les aide à vulgariser, donc souvent des formations. Et en fait, je pense et je l'ai vu là, j'ai eu un projet, avec une copine, illustratrice, Lucie Clarisse, pour, L'Oréal, pour, Women in Science, pour les prix Jeunes Talents cette année, où on devait, créer des petites BD. Et moi, j'écrivais les scénarios et Lucie faisait les dessins. Et il y avait 35 thèses et postdocs sur des sujets hyper différents. Et en fait, la biologie, c'était plus difficile. Parce que comme je connais plus de trucs, parfois, c'est plus dur de rester hyper superficiel. Donc en fait, le fait de pouvoir un peu être couteau suisse, je pense qu'il y a déjà, je sais comment on réfléchit en science, donc déjà ça aide. Et puis je sais aussi comment apprendre. On apprend tellement quand on est scientifique qu'on n'a pas peur de ça. Et voilà, et du coup, être habitué à vulgariser, en fait, c'est vraiment une espèce de technique. Et finalement, connaître des sujets un peu d'une façon superficielle, ça aide. Et à poser les bonnes questions aussi, à dire, bah voilà, est-ce que ça veut dire ça? Explique-moi mieux ça. Ça, ce mot de jargon, il veut dire quoi? Définis ça, et cetera. Et en fait, ça va être des mécanismes tout bêtes, c'est un protocole, en fait, hein. Vulgariser, c'est un espèce de protocole, ni plus ni moins.
Et voilà. Mais je pense surtout que c'est le fait d'avoir vécu la science, de connaître la science, qui fait aussi que quand je vais à des formations et que je dis j'ai fait une thèse, j'ai fait un postdoc, les gens savent que je viens pas juste. Parfois, il y a un peu une vision du monde de la communication négative. Et s'ils ont l'impression que tu es quelqu'un qui a fait, je sais pas moi, juste de la communication, souvent en sciences, ça passera pas forcément très bien. Alors que quand tu viens, tu dis non, non, mais les gars, j'étais une de vous, quoi. Ouais. Tout de suite, les gens se calment, les gens ouvrent les portes beaucoup plus facilement. Ah, c'est sûr. Mais en nous racontant ça, je me dis, mais parce que je pense à mon concours en même temps, mon concours de CNRS, et je me dis, mais en fait, tu devrais tellement aussi, je sais pas si tu le fais ou pas, mais ça serait tellement utile pour les candidats aussi au CNRS d'avoir des formations Ouais. là-dessus de Ah, mais vulgarisation oui. parce on se retrouve Ouais. devant des jurys de personnes qui ont plein de spécialités différentes. Alors, ouais, c'est super important. Alors, je l'ai fait moi avec tous mes potes qui ont passé les concours. Et en fait, si je peux vous donner un conseil, vraiment le conseil number one pour toutes les communications, que ce soit pour du grand public ou des scientifiques, faut connaître votre audience et il faut vous dire que c'est pas parce que vous avez des scientifiques en face de vous qui comprendront votre jargon, qui comprendront vos acronymes, et du coup, ou qui savent exactement pourquoi vous faites ça, pourquoi votre sujet est intéressant, etc. Et vraiment, le fait de connaître ton audience et de te mettre à son niveau et de savoir pourquoi ça va les intéresser aussi. C'est-à-dire que quand tu passes un concours ou quand tu demandes un financement, c'est pas la même chose que quand tu fais Pint of Science et que tu vas raconter des trucs parce que c'est cool. Du coup, ça te permet en fait, si tu réfléchis à ça et si tu réfléchis à ce que tu veux leur faire passer comme message, tu as déjà fait 75% du taf. Bah, c'est sûr. Voilà. Bon, je ne veux pas te rappeler que tu es plus vieille que nous, mais ça fait maintenant. Ça fait 20 Ça fait 2 fois. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle va se barrer avant la fin du podcast. Après, ça fait plus d'années d'expérience. On peut voir ça de façon très positive. Ça fait Tout à fait. maintenant 14 ans que tu as fini ton doctorat. Ouais. Et que tu es en contact presque constant, du coup, avec des étudiants et avec des chercheurs qui viennent de plein de disciplines. Et moi, je me demandais, est-ce que tu as vu une évolution des tendances, des changements qui s'opèrent dans la mentalité chez les chercheurs et les étudiants par rapport aux raisons qui les poussent à faire un doctorat, aux débouchés après le doctorat? Alors, ouais, carrément, pour tout ce qui est débouché, en fait, c'est pas dur. Jadis, de mon temps, quand on faisait une thèse, c'était vraiment pour la recherche. Et après, on parlait très peu de l'après. Il y avait quelques boîtes pharmaceutiques de temps en temps qui faisaient des after-work, mais en fait, on nous a jamais dit, les gars, il y a 14 000 docteurs par an, il y a très peu de postes. À un moment, va falloir que vous fassiez autre chose, quoi. La grande majorité des docteurs vont clairement faire autre chose. On nous ouvrait pas du tout les yeux sur le fait qu'on a des compétences qui sont hyper intéressantes en dehors de la science. Donc, on nous disait éventuellement, vous pouvez partir dans le privé. Et du coup, quand tu partais en postdoc, c'était presque normal, tu vois. Si tu partais pas en postdoc après une thèse, c'était presque une offense. Et si tu pensais pas faire de la recherche après, pareil, c'était presque une offense à ton directeur de thèse qui avait passé du temps à te former pour rien, entre guillemets, quoi. Et maintenant, clairement, je pense que les doctorants et les doctorantes sont très clairement conscients que c'est pas forcément de la recherche qu'ils vont faire. J'ai l'impression qu'il y a énormément de formations, de choses pour ouvrir les yeux et apprendre à voir les compétences que tu as quand tu es en thèse, parce que tu as l'impression que tu sais vachement de choses sur un tout petit sujet qui intéresse personne, mais en fait, tu as des compétences de fou. Et puis, je pense que les gens sont un peu plus ouverts aussi à se dire, mon doctorant ou ma doctorante va se barrer après, mais c'est pas grave, quoi. Ils vont faire autre chose et c'est bien. Et même, je vois des jurys de thèse, les gens qui disent, vous faites quoi après? Le jury qui demande, vous faites quoi après? Et il y a des doctorants ou des doctorantes qui disent, je vais quitter ça et tout, je vais partir, je vais faire ça. Et les gens sont contents dans le jury. Moi, à mon époque, en fait, si tu voulais partir, tu le disais pas au jury. Tu étais là, oh, je vais faire un postdoc, mais je sais pas encore où. Il y a encore un peu. Oui, c'est ça. Alors, c'est vrai que j'ai moins d'expérience. Mais il y a un truc que je vois très bien sur le côté c'est OK de partir, de machin. Ça je suis d'accord avec toi. Et puis, toi, tu as une vision encore plus évolutive que la mienne. Par contre, on n'est quand même pas trop entraîné pour ne pas faire autre chose que dans la recherche. C'est OK si on la fait pas, mais on n'est pas non plus hyper formé, entre guillemets, pas formé mentalement, je dirais. On nous ouvre pas. Moi, clairement, je le dis sans aucune gêne. Je suis extrêmement motivé à vouloir devenir chercheur, tout ça, etc. Je sais que j'ai des compétences à côté qui me permettront de faire autre chose. Je ne me Ouais. vois pas faire autre chose. Je ne peux pas m'imaginer. Je suis bloqué Ouais, mais dans cette espèce de cube. Je ne peux pas passer, je ne peux pas faire autre chose. Et j'espère arriver d'ici les quelques années à avoir ce concours ou CNRS ou maître de conférence et tout. Je me vois difficilement
sortir de ce cube-là. En fait, j'aime beaucoup sortir de celui-là, mais sachant que je peux quand même rentrer à la maison, c'est-à-dire dans ce cube-là d'être chercheur permanent. Ouais, Surtout un peu chez nous, en France, où la position de chercheur permanent est particulièrement spécifique à la France par rapport aux autres pays. ouais. Et donc, effectivement, c'est même chercheur permanent dans un autre pays, c'est même pas ce que je vise, quoi. Après, bon, je ne vais pas non plus cracher dessus si jamais il y a une opportunité qui peut s'additionner avec une vie personnelle. Mais enfin, voilà, c'est vrai qu'il y a quand même Ouais, les chercheurs et les chercheuses sont un peu plus ouverts sur cet aspect-là. Les jurys aussi, et tant mieux, parce qu'en fait, aussi, c'est leur Ouais, politique. Il faut quand même que. ouais, ouais. Comme tu le disais, il y a beaucoup de nouveaux docteurs par rapport aux Ouais, positions. Donc, à un moment donné, il faut aussi. Voilà. ouais, Mais par contre, de là, ce qu'on nous coach, entre guillemets, sur ouais. l'après, ça va dépendre des directrices et des directeurs, quoi. Ouais, après, il y a les écoles doctorales maintenant. J'ai C'est vrai. plein de formations, mais ça, c'est les dernières années, hein. C'est les 5 dernières années. J'ai fait plein de formations de gestion de projet. Il y a plein d'afterwork et tout. Donc, j'ai vraiment l'impression que c'est nouveau. C'est vraiment les dernières années là, tu vois. Oui. Oui, non, mais c'est sûr, c'est Et tout à fait vrai. j'ai vu la différence par rapport à ma thèse. Mais mais tu sais que moi, déjà, moi, je suis le dernier à l'avoir eu des trois, et le système déjà de suivi déjà a changé Ouais, ouais, bah, ouais. depuis. Il est encore plus, Ouais. renforcé. Parce que là, du coup, pour terminer un petit peu sur ton métier actuel, est-ce que alors c'est un peu général comme question, est-ce que tu penses que ton métier a et doit avoir en gros de l'avenir, quoi? Est-ce qu'il en a déjà? Ouais, Est-ce qu'il doit en avoir? Alors, il doit en avoir, j'imagine que tu vas dire oui, mais est-ce qu'il ouais. en a? Ouais, alors, je pense qu'on est dans une période je suis très bisounours quand je dis ça, mais je pense qu'on est dans une super période parce que en fait, si tu regardes il y a 10 ans, quand j'ai commencé, on me disait, par exemple, de mettre Pint of Sense, de planquer ça de mon CV. J'ai galéré pour lancer Pint of Sense en France, vous avez même pas idée. Et maintenant, en fait, il y a très clairement une culture il y a beaucoup de financements qui demandent de faire de la com scientifique. Il y a la médaille de la médiation du CNRS, ça doit faire 2 ans qu'elle existe. Il y a de plus en plus de trucs qui, à la fois, vont récompenser des scientifiques qui font, de la communication et qui vont aussi leur dire: «Il faut le faire». C'est à double tranchant parce que du coup, des fois, il y en a certaines qui vont le faire alors qu'ils ont pas forcément l'envie ou pas forcément, la qui devraient pas forcément la fibre, on va dire. Mais ce qui est ultra cool, c'est que, par exemple, l'ANR aussi a dit, il faut que 1 des projets, je crois, soient utilisés pour faire, de la dissémination et cetera. Et donc en fait, là, on vit, je pense, une période super importante où, on va avoir un peu plus d'argent pour faire ça. C'est en train de se développer et clairement, enfin, je pense que l'intérêt, je vais pas je vais pas vous vendre ça, mais clairement depuis Covid, on a vu que, bah, la com scientifique, il y en a besoin. J'allais directement rebondir Voilà. sur, voilà. Voilà, donc il y en a besoin, ça c'est clair. Et en plus, je pense qu'on est dans une période où c'est en train de se développer. Et du coup, c'est cool parce que j'ai connu ça il y a 10 ans où franchement, les gens qui faisaient ça, c'était vraiment sur leur temps perso, en fait. Et c'était pas quelque chose que, tu faisais, que tu allais mettre dans un financement, c'est pas quelque chose que tu allais mettre dans un dossier de promotion. Et maintenant, il y a des promotions, enfin ça compte, en fait, ça commence à compter et je pense que c'est que le début. C'est un petit peu chaotique dans le sens où parfois ça compte ou parfois on demande dans les grandes, mais il y a pas de soutien derrière où on n'explique pas aux chercheurs comment faire. Il y a pas forcément toujours des formations partout. Mais clairement, donc là, c'est chaotique, mais c'est en train de se mettre en route. Et je pense que plus ça va, là, vous pourrez revenir dans 5 ans pour voir, mais je pense que c'est en train de se mettre en route et dans les prochaines années, ça va se développer. OK, oui, c'est encourageant. Alors, moi, pendant mon doctorat, et ton nom, il était associé à Pint of Science. Aujourd'hui encore, hein. Mais comme tu dis, bah, finalement, tu développes aussi plein d'autres activités, plein de projets. Tu es entre l'Angleterre et la France. Est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu tes actualités du moment? Effectivement, en fait, je fais beaucoup de choses. Avant, j'étais vraiment, je me planquais un peu derrière Pint of Science et maintenant, je fais plein de choses. Mon freelancing, c'est en 3 parties, je dirais. C'est 3 trucs, principaux que je fais. Les formations pour les scientifiques, énormément. Ça, j'en suis à quasi 200 heures par semaine, non, C'est chaud. par an. Donc autant qu'un maître de conf, en fait, Ouais. Ouais, à peu près. ouais, c'est ça, hein. Ouais, donc je fais beaucoup de formations, que ce soit c'est tout type de scientifique, c'est pas forcément, des thésards, ça peut être aussi des PhD, des post-doc, ça peut être aussi dans les boîtes privées, ça peut être dans les universités, mais en gros, comment vulgariser, souvent à l'oral. En ce moment, il y a beaucoup, ma thèse en 180 secondes, vulgarisée en 3 minutes et tout, on va dire 90 de ce que je fais. Après, il y a une autre grosse partie qui va être, le podcast. Donc je me suis lancée il y a 3 ans. J'ai fait mes propres podcasts, donc Sous la blouse, Under the Lab Coat, donc son petit frère anglais que pour l'instant j'ai fait 2 épisodes, faut que je m'y remette.
Et puis, il y a Simple, SCIMPLE, donc en gros, Science Simple, où en gros, c'est toujours des portraits des gens. Donc, sous la blouse, ça va être des portraits des scientifiques, comment ils sont arrivés à faire de la science, ce qu'ils aiment faire en dehors du labo. Et Simple, c'est en gros des communicateurs ou communicatrices scientifiques, plein de boulots différents. Il y a des gens qui vont faire de YouTube, d'autres qui vont être plutôt sur Twitter, d'autres qui vont gérer la programmation de musées, de choses comme ça. Et puis, j'en fais aussi pour les clients, des podcasts. Ok. Donc, voilà. Et je fais aussi de l'animation. Alors, ça peut être de l'animation de congrès, de l'animation de vidéos. En gros, ça peut être plein de choses. Animation de compétition. Par exemple, ma thèse en 180 secondes à Grenoble, j'ai animé les 2 dernières. J'ai annulé tout l'événement. Ouais, voilà, j'ai annulé. Et donc ça va être vraiment les 3 grosses choses que je fais. Et après, je fais pas mal de consulting sur la com scientifique, mais en gros, ça va être plus ponctuel sur des choses un peu différentes. Là, typiquement, le projet L'Oréal dont je vous parlais, j'ai écrit les scénarios. C'était ultra cool, j'ai adoré. Voilà, je fais en fait, souvent, on me contacte pour des trucs. Des fois, ça sort de ce que j'ai envie de faire, je dis non, ou ce que je sais faire. Parce que, par exemple, je suis pas super bonne à l'écrit. Donc, si on me demande de venir écrire des blogs, clairement, ça va être un non. Et puis, bah voilà, suivant si c'est un peu ma vibe ou quoi, je vais dire oui ou je vais dire non. Mais juste concrètement, parce que Ouais. j'ai envie de revenir juste sur ce petit. Concrètement, comment ça marche? Si j'enlève l'aspect podcast, ok? Ouais. Comment ça marche d'avoir Élodie Chabrol à un événement, en fait? Comment les gens font? Parce que maintenant, on peut dire que tu es connu, c'est que du network, ou il y a quand même des gens inconnus qui t'appellent en mode, voilà, on a vu votre curriculum, je ne sais pas, ou sur LinkedIn, peut-être, tu as une actualité. Ouais. Voilà, j'imagine que LinkedIn, ça marche bien sur ce genre de choses. Ouais. Alors en fait, ça a toujours été le network. Le truc que je fais depuis toujours, c'est que je suis très présente sur les réseaux sociaux. Ouais. Et aussi, un peu moins maintenant, mais je faisais aussi beaucoup d'événements de sciences. Et beaucoup, pour être honnête, donc ça fait 6 ans que je freelance, je n'ai jamais démarché aucun client. Donc, ce podcast qu'on est en train d'enregistrer ne te fait pas de pub, c'est pas la peine. Si, mais c'est jamais moi qui démarche. Donc, Non, oui, je plaisante. je vais jamais, au contraire, c'est ce genre de truc, donc merci. Ok. C'est ce genre de truc, ça va être un post que je vais faire sur LinkedIn, ça va être souvent en fait quand je poste sur ce que je fais, sur mon activité, sur un truc que j'ai fait avec un client, où les gens vont me contacter pour me demander de faire la même chose. Ok. Et donc ça, c'est hyper important en fait, et ça marche vraiment bien. Alors c'est toujours la discussion qu'on a avec mon mec où je lui dis j'ai jamais démarché aucun client, et il me dit mais être sur LinkedIn et Twitter en fait, c'est une façon de démarcher, c'est juste que tu vas pas chercher des clients directement, mais t'affiches la vitrine de ce que tu fais en fait, et après les gens viennent te contacter pour ça. Donc voilà comment ça marche. Et en gros, on m'email, on m'envoie un message, sur Twitter, sur LinkedIn, un peu n'importe quoi. Ok. Et voilà. D'accord. Donc, si vous voulez Élodie Chabrol pour animer un événement scientifique, vous savez maintenant ce qu'il vous reste à faire. Voilà. Vous la contactez directement sur LinkedIn ou sur les autres réseaux sociaux. Effectivement, LinkedIn, je sais pas, je te suis comme avec Cécile, hein, sur Twitter. J'avoue, j'ai pas fait attention à si tu étais sur LinkedIn. Je me doute Ah en ouais, fait, j'y en posant suis. la question, je me doute que c'est. J'y suis, je communique pas du tout pareil. Je suis un peu plus sérieuse sur LinkedIn. Oui, bah, c'est la plateforme qui veut ça. Ouais, voilà. Là, clairement. Mais voilà, par contre, préparez-vous, si jamais vous me demandez d'animer, il faut que vous soyez aussi prêts à ce que je vienne animer avec une veste à paillettes, hein. Ça, c'est bon. Ça, y a pas. Ça, c'est bon. Tu es sur LinkedIn. Du coup, à partir de maintenant, je vais aller me connecter à toi sur LinkedIn, parce que du coup, Ouais. on se follow pas sur LinkedIn, on se connecte. Je le Ouais. dis pour Cécile, parce que tu l'as pas, non? C'est Cécile LinkedIn, non, je me rappelle plus. non, j'ai Ou tenté. tu n'as pas activé, non? Ouais, C'est ça, c'est ça. ça arrive pas. Moi, puis j'ai fait quelques petits trucs à côté de la science, mais toujours dans le domaine. Ouais. J'essaie de faire des posts LinkedIn. Je vais pas vous mentir, je triche, je m'aide avec ChatGPT pour écrire les posts LinkedIn. Et du coup, j'essaie toujours de faire la petite phrase qui est sur LinkedIn. Il faut faire une phrase des fois qui a rien à voir. On a l'impression que ça a rien à voir avec la Ah ouais? suite du post. Et Ouais. pour que les gens déroulent. Alors, j'ai appris ça quand j'ai fait mon Une année phrase plus technique, en fait. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Viens m'ajouter C'est sur LinkedIn et tu verras en bannière la ouais. photo du dernier truc que j'ai animé. C'est un réseau de com scientifique qui est en Allemagne. Et en fait, il y a une compétition de pitch tous les ans de gens Ok. qui font de la com scientifique, qui ont monté des initiatives un peu partout dans le monde. Donc, ils viennent pitcher. Et en fait, j'ai animé ça, donc c'était il y a 2 semaines. Et c'était juste complètement ouf parce que c'est un public qui est vraiment très cool. Et je leur ai fait jouer à pierre, feuille, ciseaux en version humaine. Donc, ils devaient mimer avec leur corps, en fait. Ils devaient faire 2 équipes et ils devaient mimer avec leur corps. Et du coup, la photo sur LinkedIn, c'est ça. Et on était en train de faire ciseaux et je suis sur la scène avec ma veste à paillettes en train de... Allez, je pars sur un LinkedIn tout de suite. Ouais, faut peut-être que je m'y mette aussi. Ouais, Cécile, vas-y, je te laisse conclure. Je vais aller sur LinkedIn tout de suite. Ouais, c'est ça. Ouais, bah oui, parce qu'on arrive à la fin.
Et je voulais juste dire à nos auditrices et auditeurs que s'ils veulent en savoir plus aussi sur ta thèse, tu as fait d'autres podcasts. Donc, le podcast Bien dans ma thèse, réalisé par Mathilde Maillard, et puis le podcast avec Papa PhD de David Mendes. Donc, Ouais. je les invite à aller voir le contenu, c'est super, et ils en apprendront encore plus sur toi. Et Ben, je te laisse conclure tout ça. Si tu veux déjà, merci Elodie Bah, merci à vous. d'avoir répondu à ça. Encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, épisode exceptionnel, donc c'est un peu plus long que d'habitude. On reviendra après à nos formats un peu plus traditionnels de 30-35 minutes. J'en profite aussi pour dire, effectivement, allez voir Elodie Chabrol sur LinkedIn en ce moment, parce qu'effectivement, je viens de tomber sur la photo, c'est drôle. C'est vrai que sur le coup, c'est drôle. Je suis en train aussi de voir les posts, effectivement, oui, c'est pas le même ton que sur Twitter, tout à fait. Non, non. Mais c'est très intéressant. Donc voilà, essayez de vous imprégner un petit peu tout ça. Bah, du coup, suivez Elodie Chabrol sur les réseaux. De toute façon, c'est son prénom, son nom de famille, comme ça se prononce de toute manière. Ouais. Donc il n'y a pas de fun sur ça. Vous allez voir, c'est très intéressant. Je vais découvrir LinkedIn dans les prochains jours, mais au moins sur Twitter, vous allez voir que c'est fun. Et la communication scientifique, c'est très heureux de savoir que ça a un avenir qui promet. C'est vrai Ouais. que, comme tu le disais tout à l'heure, depuis le Covid, en tout cas, on pouvait l'espérer. Donc ça, c'est une bonne chose. Merci encore d'avoir répondu. J'espère que vous avez eu le temps de finir votre tisane en nous écoutant depuis tout à l'heure, ou votre thé, parce qu'on se pèle. Et peu importe si on est à Londres, à Stockholm, à Aix-en-Provence ou en Allemagne. Donc voilà, merci à vous. Merci Elodie encore. Bah, merci à vous. Cécile. Ouais, merci beaucoup. On se retrouve pour le prochain. On fait ça. Voilà. Et bien, impeccable. Allez, merci, bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée.